France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine après le cyclone Garance à La Réunion, la question du relogement se pose toujours pour certaines familles. Reportage à suivre. À tout de suite. Mais d'abord, la colère du maire de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe face à l'invasion des sargasses. Les algues brunes étouffent le littoral. Riverains et marins-pêcheurs sont à bout. Et la catastrophe ne devrait pas s'arrêter de sitôt, selon les prévisions météo. Patrice Gonfier, Jean-Marie Mavounzi. À l'approche du littoral, l'odeur est insoutenable. Vue du ciel, c'est un spectacle de désolation. Les bateaux sont prisonniers des sargasses en décomposition. Une couche épaisse, marron et nauséabonde qui s'enfonce à plus de 3 mètres de profondeur. Les riverains et les pêcheurs de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau sont désemparés. Il aurait fallu que chacun prenne ses responsabilités un petit peu. Parce que une seule personne ne peut rien faire. Sur place, le maire vient constater les dégâts. Chaque année depuis plus de 10 ans, les sargasses reviennent. Mais cette fois, l'ampleur du phénomène les dépasse tous. Vous connaissez la toxicité des émanations, un problème sanitaire, un problème économique. Quand on sait que ça fait plus de 3 semaines que les bateaux des marins-pêcheurs sont bloqués ici, donc ils ne peuvent pas partir en mer pour aller nourrir leur famille. Et on se contente depuis de nombreuses années de constater l'arrivage de ces sargasses. Le maire est en colère. Il considère que le problème des sargasses n'a jamais été traité à la hauteur de la catastrophe qu'il engendre pour l'environnement et l'économie du territoire. Il en appelle à l'Association des maires de Guadeloupe afin de sensibiliser les services de l'État. Pour l'instant, nous ne voyons pas comme cela peut se faire, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, une réaction des services de l'État pour pouvoir nous donner les moyens d'acheter des sargators, de pouvoir ne serait-ce que poser des filets. Selon les services de Météo France, la situation ne va pas s'arranger, bien au contraire. De nouvelles nappes de sargasses toucheront le littoral dans les jours à venir, au moment où débutent les grandes vacances et un événement nautique majeur, le Traditour, qui réunit des milliers de personnes sur l'eau et au bord des plages. Un sommet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République, Emmanuel Macron, en a donné le coup d'envoi mercredi à l'Élysée. Objectif pour les représentants indépendantistes et non indépendantistes, ainsi que l'État, de se mettre d'accord sur la reconstruction et le statut du territoire, 1 an après les émeutes meurtrières qui avaient touché l'archipel. On en vient aux résultats du bac. Ils sont tombés dans l'Hexagone vendredi, mais à Mayotte, c'était la veille. Un soulagement pour les lycéens dont l'année avait été particulièrement chamboulée avec le passage du cyclone Chido. Ursine Daniel et Nadia Aline Godzou ont assisté aux habituelles scènes de liesse. Regardez. Il en perd ses mots, tellement la joie est grande. Ah, franchement, là, ma mère va être contente, franchement. C'est la délivrance pour les 552 bacheliers du lycée Younoussa Bamana. Les résultats sont tombés. Je l'ai eu avec la motion, moi j'ai eu mon bac, je suis trop fière de moi. Enfin on avait un peu peur parce qu'on pensait qu'avec Chido tout allait revenir en arrière et tout. Du coup on a eu un peu peur. Mais malgré Chido, on a quand même eu nos bacs. Enfin j'ai eu mon bac avec mention assez bien et je suis vraiment fière de moi et j'imagine que ma mère elle est aussi fière de moi. Je savais que j'allais réussir, surtout avoir le bac avec mention. Mais surtout je savais pas que c'était avec mention très bien ou assez bien, mais j'avais confiance en moi. Et du coup aujourd'hui ça m'étonne pas si je l'ai au fait. Pour les autres, la déception est grande. 148 devront reprendre le bachotage. Cette étudiante, déçue, préfère ne pas afficher son visage. Mais elle reste plus motivée que jamais. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à là. Et du coup, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Si Chido a quelque peu chamboulé le programme, les professeurs sont restés exigeants. On savait qu'il y avait les exigences du bac qui allaient arriver. Le grand oral était maintenu, le bac, les épreuves du bac ont été modifiées, mais on a essayé de garder les exigences tout en gardant cette bienveillance auprès des élèves. Avec 74% d'admis au premier tour, contre 78% l'an dernier, les élèves doivent redoubler d'efforts pour maintenir les résultats précédents. Les rattrapages débuteront la semaine prochaine, le lundi 7 juillet et le mardi 8 juillet.
Et près de 5 mois après le passage du cyclone Garance, cette fois à La Réunion, les autorités se sont penchées sur le cas du quartier de la Colline à Saint-Denis, là où plusieurs familles ont tout perdu. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs reçu un courrier les obligeant à quitter les lieux pour leur sécurité. C'est le dossier de l'Hebdo. Il est signé Henri-Claude Elma et Daniel Fontaine. Le site de la Colline est aussi beau que dangereux. La maison de Louis Dijoux, juste plus au pied bas là, côté Gros Galet là, a été emporté par la crue de la rivière Saint-Denis, provoquée par le cyclone Garance en début d'année. Mais c'était dangereux. Tout le monde habite là depuis avant. Comprends? Dans le monde, il y a 80 années habité là. Et jamais on a mort, jamais on a rien. À quelques dizaines de mètres, la maison de Vincent Imao. Lui doit quitter les lieux, mais ne s'y résout pas. Je suis natif de ce quartier-là, j'habite ici, je suis un petit rayonné, je suis habitué avec ma petite maison, mon petit volaille, ma petite cour. Et là, non, il veut me parquer dans un hôtel, dans un immeuble à 900 €, 700 €. Je ne paye pas de loyer, on est propriétaire, on n'est pas des squatteurs. Pour les autorités, les 3 familles concernées ne sont pas propriétaires, mais ce n'est pas pour l'instant l'essentiel. Elles doivent le plus rapidement possible partir à cause des risques d'inondation et de mouvements de terrain. À l'occasion de Garance, des blocs très importants de matériaux, des gros blocs sont descendus de la montagne. Je rappelle, on part de plus de 1000 mètres de haut pour la source de la rivière Saint-Denis, entouré de sommets au-delà de la plaine d'Afouche, là, ça fait plus de 1600 mètres de haut. Et donc, c'est des gros blocs qui descendent. Et ces gros blocs, quand ils descendent dans la rivière, ça provoque en fait un remaniement du lit de cette rivière qui se promène en fait entre les 2 remparts. Finalement, les 2 remparts, c'est cela qui constitue le lit de la rivière. Et on voit bien que ces habitations-là sont situées finalement dans le lit de la rivière. Depuis le mois de mars, la municipalité a proposé plusieurs solutions de relogement aux familles. À présent, face au danger, les autorités État et mairie disent ne plus pouvoir attendre. J'insiste sur la préservation de la vie humaine. Tous les débats peuvent avoir lieu après, il n'y a pas de sujet. Mais on débat que quand on est vivant. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on peut protéger la vie des gens, coûte que coûte. Et ça, c'est très important. Il y a des enfants. Les 3 familles ont 15 jours pour accepter le relogement. Une vingtaine, sur les 55 du quartier, devront dans l'avenir quitter la colline. Un vélo pour récupérer l'eau de pluie et la redistribuer à leur établissement scolaire. C'est l'idée ingénieuse de quelques collégiens de Regina en Guyane. Ils ont d'ailleurs été récompensés cette année au concours académique Mon établissement à l'ère du réchauffement climatique. On voit cela avec Jonathan Lariot et Clotilde Séraphin-Georges. Jamais un geste n'aura été aussi important pour le collège Pierre Hardinet de Regina. Ce vélo est la pierre angulaire d'un système ingénieux. L'eau de pluie est récupérée dans cette citerne. Et ce sont les coups de pédale d'un des élèves qui permettent d'alimenter l'établissement en eau. On peut laver la main. Et puis si jamais il n'y a pas de l'eau, si jamais il y a une coupure de l'eau, au moins on pourra accès à avoir à l'eau. Un projet innovant créé par ces élèves de 5e. Une antenne parabolique pour récupérer l'eau, un ancien vélo remanié. Chaque élément de cette structure est fait de matériaux de fortune. On a parlé de ce projet aux personnes de notre entourage. Et c'est avec, grâce à ça, on a pu récupérer ces objets. Ils nous les ont donnés. Une initiative pour laquelle les élèves ont été récompensés lors du concours académique Mon établissement à l'ère du réchauffement climatique. Plus qu'une idée, ce procédé répond à un besoin récurrent pour l'établissement qui fait face à de nombreuses coupures d'eau durant l'année. C'est un projet qui peut être transposable dans d'autres communes. Alors bon, ça reste un prototype. Pour l'instant, il y a des choses qui sont à améliorer. Une innovation qui permet pour le moment d'alimenter seulement les sanitaires. D'autres améliorations sont à l'étude pour l'an prochain. Et pour finir, leur saveur et leur fragrance sont les piliers de l'économie des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. La vanille et le santal sont souvent comparés au nickel pour leur valeur. Il faut donc préserver la ressource et garantir la qualité. Des défis relevés au quotidien par les producteurs. Reportage à Lifou avec Clarisse Rowiwatwe et René Mollet. Nous sommes à la tribu de Wedjoumel, dans l'immense vannerie d'Ali Bako. Le jeune homme de 39 ans a quitté son travail à Nouméa pour se lancer à son compte sur ses terres. J'ai à peu près
300, 400 pieds de vanille. J'ai commencé en 2019 avec 20 pieds de vanille. En 6 ans, Ali a acquis des techniques pour optimiser sa production. Selon lui, un vanillier peut produire entre 100 et 200 gousses. La filière de la vanille, c'est une filière qui est rentable. Pour moi, j'en vis de la vanille. Et puis là, j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans la culture de vanille. Et même aussi ceux qui ont perdu leur travail à cause de la crise aussi. La vanille, t'as pas à réfléchir. Il faut se lancer. Là, je vis de la vanille, je gagne bien ma vie. À Dokine, dans l'extrême nord de l'Ifou, Koumala Wenisse, lui, a choisi le santal, le tapaka en langue djéhou, comme ressource financière. Depuis 2015, il vend le bois précieux à la société Takon, l'usine de santal de Marais. Uniquement du bois mort, précise le père de famille. Quand j'ai besoin, je vais dans la forêt, je cherche du santal et voilà. Ça couvre un peu les fins du mois. Koumala profite des périodes de défrichage de champs d'igname pour ramasser du bois de santal mort. Des jeunes arbres poussent aussi sur cette parcelle. Il incite les garçons à protéger cette ressource. La population de santal a chuté selon une étude de l'IAC menée l'an dernier. Conscient de cette réalité, le père de famille participe à son niveau à la préservation de cette ressource. Je plante au moins 100 pieds par mois, dans l'année 1000 pieds par an. La province des îles prévoit une nouvelle réglementation pour préserver la ressource, afin que la jeune génération puisse elle aussi en profiter. Fin de cet hebdo, merci de nous avoir suivis. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.